Il y a des moments dans la vie qui nous changent à jamais. Des moments qui divisent tout en un avant et un après. Pour moi, ce moment s'est produit dans le couloir froid d'un hôpital à New York, sous des néons clignotants, alors que des infirmières passaient précipitamment sans même me jeter un regard. Cette nuit-là, j'ai réalisé que les mots les plus douloureux ne sont pas criés sous le coup de la colère. Ce sont les mots calmes, chuchotés avec indifférence devant des étrangers, en faisant semblant de ne pas écouter. Maman, Valérie veut juste sa famille immédiate ici. La voix de mon fils semblait lointaine, même s'il se tenait à quelques pas seulement. J'ai cherché ses yeux, les mêmes yeux que j'avais vus s'ouvrir il y a 32 ans. Les yeux qui brillaient autrefois d'amour quand il était petit. Maintenant, ses yeux évitaient les miens, remplis de honte, comme si j'étais quelque chose à cacher. Et juste au moment où j'espérais trouver une trace de regret, une lueur du garçon qui adorait autrefois sa mère, Daniel, mon fils, a terminé la phrase qui a brisé mon cœur. S'il te plaît, n'insiste pas, maman. Elle ne t'a jamais aimé. Le monde est devenu silencieux. Les bruits de l'hôpital se sont estompés. Les pas sont devenus des échos lointains. Je suis resté figé, sentant quelque chose se briser en moi. Je venais de passer 12 heures dans un bus longue distance, assise sur un siège dur qui sentait l'huile et la vieille nourriture. 12 heures à regarder par une fenêtre embuée, regardant passer les villes, les montagnes et les routes interminables, imaginant le moment où je rencontrerais enfin mon petit-fils. J'avais planifié chaque détail de cette rencontre. Je m'imaginais tenir le bébé pour la première fois. Sa petite chaleur, la douce odeur de ses cheveux, sa police contre ma joue. J'imaginais le sourire fier de Daniel alors qu'il me présentait son fils. J'imaginais sa femme, Valérie, fatiguée mais heureuse, me permettant d'aider. J'avais tout imaginé sauf cela. Jamais je n'aurais pensé que mon fils me regarderait comme une étrangère, comme un problème à gérer, comme un fardeau à éliminer. Le bruit du premier cri de mon petit-fils venait de derrière une porte close. Je me tenais dehors, silencieuse et étrangère, interdite d'entrer. Je me suis souvenu de toutes les nuits où Daniel pleurait quand il était bébé, et comment je le portais dans mes bras jusqu'à l'aube, marchant pieds nus sur le sol froid, fredonnant des chansons que j'inventais, lui promettant que tout irait bien. Son père dormait profondément, et je tenais cet enfant jusqu'à ce que ses pleurs se transforment en respiration régulière. Je me suis souvenu des fièvres, des trajets précipités à l'hôpital, des peurs silencieuses que seule une mère comprend. Et maintenant, ce même enfant que j'avais autrefois protégé me disait que je n'étais pas la bienvenue dans l'un des moments les plus importants de sa vie. Je m'appelle Amy Carter. J'ai 61 ans. Je suis né à Nashville dans une petite maison avec une grande cour et un vieux pommier. J'ai grandi en aidant ma mère à cuisiner, apprenant à faire des tartes aux pommes, écoutant ses leçons sur la vie et l'amour. Je me suis marié à 22 ans avec un homme gentil et travailleur nommé Robert. Il n'était pas bavard, mais il avait le cœur le plus chaleureux. Nous avons eu Daniel quand j'avais 29 ans, et à partir de ce moment, ma vie a tourné autour de lui. Quand mon mari est mort subitement d'une crise cardiaque, Daniel avait 15 ans. Robert est parti discrètement, comme une porte qui se ferme sans bruit. À partir de là, c'était juste nous deux, moi et mon fils, essayant de survivre. J'ai vendu notre petit magasin et pris n'importe quel travail que je pouvais trouver. La nuit, je nettoyais des cabinets dentaires, mes mains sentant le désinfectant. L'après-midi, je travaillais comme réceptionniste, rentrant à la maison avec les pieds douloureux et le dos endolori. Mais je souriais toujours à Daniel parce qu'il était ma raison de vivre. Et maintenant, ce même fils me regardait avec des yeux pleins de distance. Je suis restée silencieuse, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce qu'il y avait trop de choses qui ne devaient pas être dites. Je voulais crier que j'avais voyagé 12 heures pour lui. Je voulais lui rappeler chaque sacrifice que j'avais fait. Je voulais demander quand il s'était transformé en cet étranger froid. Mais je ne l'ai pas fait parce que ma mère m'a dit un jour que parfois le silence est synonyme de dignité. J'ai hoché la tête, avalé les larmes brûlantes derrière mes yeux et refusé de les laisser couler. Je ne laisserai personne me voir me briser. J'ai ramassé mon vieux sac à main en cuir brun foncé, celui que ma mère m'avait donné pour mes 30 ans. Elle avait dit, garde-le avec toi pendant les moments importants de ta vie. Et elle avait raison. Ce sac avait été avec moi quand Daniel est né, quand il a obtenu son diplôme, quand il a déménagé à New York pour commencer sa carrière, et maintenant encore, témoin de mon humiliation. Je me suis détourné sans dire au revoir, sans félicitations. J'ai simplement marché le long du couloir de l'hôpital Saint-Marie. Les lumières clignotaient au-dessus de moi. L'air sentait l'antiseptique.
J'ai croisé des bébés qui pleuraient, des familles qui riaient, de nouveaux grands-parents prenant des photos. J'ai vu des mères et des grands-mères tenant des nouveau-nés, des larmes de joie brillant dans leurs yeux. Et j'ai continué à marcher. Quand je suis sorti, le vent de février m'a frappé le visage. Je suis resté sur le trottoir à regarder les voitures passer, les gens entrer et sortir de l'hôpital, la vie continuant alors que la mienne semblait s'effondrer. Je ne savais pas où aller. Le bus de retour ne partait que le lendemain. J'ai hélé un taxi pour un hôtel bon marché que j'ai trouvé à proximité, une petite chambre aux murs fins et au lit qui grinçait. Des rires et la télévision résonnaient dans le couloir. Je me suis assise au bord du lit et j'ai finalement laissé tomber les larmes. J'ai pleuré plus fort que le jour de la mort de Robert. J'ai pleuré pour chaque attente brisée. Pour le petit-fils que je n'avais pas rencontré. Pour le fils qui disait autrefois « Je t'aime, maman ». J'ai pleuré pour l'adolescent qui pleurait dans mes bras la nuit où son père est décédé. Et pour l'homme qui avait promis d'être toujours là pour moi. Où était mon fils maintenant? Quand était-il devenu cet étranger? Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai fixé le plafond, écoutant le bourdonnement de la ville dehors, pensant à tout ce que j'avais perdu. Le matin, j'ai pris une longue douche chaude, essayant de laver le chagrin. J'ai porté la robe bleu marine que j'avais apportée pour l'occasion. J'ai mis un léger maquillage même si personne ne me verrait, car je ne voulais pas avoir l'air vaincu. Je suis descendu pour le petit déjeuner, du café léger et une pâtisserie rassis, mais je n'ai pas pu manger. J'ai passé toute la journée aérée dans la ville, passant devant les vitrines des magasins, m'asseyant sur les bancs des parcs, regardant les familles se promener, les mères tenant la main de leurs enfants, les grands-mères riant avec leurs petits-enfants, tandis que je me sentais complètement vide. Le soir venu, je suis allé à la gare routière et je me suis assise pour attendre. Tout le monde là-bas avait quelqu'un pour les récupérer. Je n'avais qu'une maison vide qui m'attendait à Nashville. Le bus a démarré. 12 heures de plus. Mais je n'ai pas regardé par la fenêtre, rêvant de joie. Je ne voyais que mon propre reflet. Une femme fatiguée de 61 ans, usée et seule. Je me demandais si Daniel avait même réalisé que j'étais parti. Ressentait-il du regret? Pensait-il qu'il aurait dû mieux traiter sa mère? Au fond, je connaissais la réponse. Probablement pas. Il était probablement heureux avec sa nouvelle famille alors que j'étais devenu un souvenir inconfortable. Quand je suis arrivé à la maison, l'aube se levait. Tout était exactement comme je l'avais laissé. La tasse de café non lavée, le journal d'hier et le silence. Autrefois, ce silence signifiait la paix, maintenant il signifiait la solitude. J'ai posé ma valise, accroché le sac en cuir au crochet, fait une tasse de café et me suis assise à la table de la cuisine où Daniel faisait autrefois ses devoirs pendant que je préparais le dîner. Maintenant, c'était juste moi. La maison semblait plus lourde que jamais. Mais le silence m'a repoussé dans les souvenirs de la façon dont tout a commencé. Parfois, nous faisons confiance aux mauvaises personnes, et le prix est un cœur brisé. Avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimez? Racontez-moi votre histoire. Il y a des souvenirs que nous gardons comme des photographies parfaites, des moments figés d'une époque où la vie était plus simple, où l'amour ne nous avait pas encore blessés, où la maternité semblait naturelle et pure. Daniel est né un matin de juillet il y a 32 ans. Cette nuit-là, il y avait un tel orage que le tonnerre faisait trembler les fenêtres. J'étais allongé dans mon lit, serrant mon ventre alors que les contractions devenaient plus rapides. Robert s'agitait dans la chambre, cherchant à tâtons les clés de la voiture et le sac pour l'hôpital, essayant de rester calme même si ses mains tremblaient. Je continuais à respirer et disais, « Calme-toi, Robert. Nous avons encore du temps. » Mais nous n'en avions pas. Les contractions devenaient plus fortes, plus rapprochées. Mon corps savait que c'était le moment, même si mon esprit n'était pas prêt. Robert m'a aidé à descendre les escaliers. La pluie nous a trempés en quelques secondes. Il conduisait plus vite que jamais, les yeux rivés sur la route, les mains agrippées au volant, les essuie-glaces fonctionnant à plein régime sous l'averse. Tiens bon, chérie. On y est presque. J'étais assise sur le siège arrière, respirant régulièrement, comme je l'avais appris en cours, comptant entre les vagues de douleur. À travers la fenêtre couverte de pluie, la ville devenait floue, et tout ce à quoi je pouvais penser était, bientôt, je rencontrerai mon enfant. Nous avons atteint l'hôpital central à l'aube. Les infirmières nous ont accueillis avec gentillesse et professionnalisme. Elles m'ont aidé à me changer, ont attaché des moniteurs et vérifié les progrès du bébé.
Les choses avancent vite, madame. Ce bébé a hâte de vous rencontrer. Robert m'a tenu la main tout le temps. Essuyant la sueur de mon front, chuchotant, tu te débrouilles très bien, chérie. Tu es incroyable. Et puis, quand le moment est venu, quand mon corps avait l'impression de se déchirer, quand la douleur m'a presque fait s'évanouir, j'ai entendu le premier cri. Le cri de mon fils. C'est un garçon, a dit le médecin. Un beau petit garçon en bonne santé. Ils l'ont placé sur ma poitrine, mouillé, ridé, parfait, ses petits poings serrés, son souffle rapide et fragile. Quand sa peau a touché la mienne, quand j'ai senti sa chaleur et entendu sa respiration, j'ai su que ma vie avait changé pour toujours. Bonjour, mon doux garçon, ai-je chuchoté. Maman est là. Robert se tenait à côté de moi, des larmes coulant sur son visage alors qu'il nous tenait tous les deux dans cette petite chambre d'hôpital avec la pluie tapant encore contre les fenêtres. Nous étions la famille la plus heureuse du monde. Nous l'avons nommé Daniel d'après mon grand-père, un fermier doux aux mains rudes et au cœur bon. Il était patient, parlait doucement, et chaque fois qu'il regardait quelqu'un, ses yeux le faisaient se sentir vu. J'espère qu'il sera comme grand-père, ai-je dit à Robert en berçant notre bébé pour l'endormir. Gentil et généreux. Robert a souri. Avec une mère comme toi, comment pourrait-il être autre chose? Les premières années furent belles, bien que loin d'être faciles. Daniel était un bon bébé. Il pleurait à peine et dormait bien. Quand il était éveillé, il était curieux de tout et souriait toujours. Je me souviens encore de ces matins dans notre petite maison, la lumière du soleil entrant par la fenêtre tandis que ses doux babillages résonnaient depuis le berceau. Je le tenais, le nourrissais et regardais la ville s'éveiller dehors. Robert partait tôt chaque jour pour travailler dans une petite quincaillerie du centre-ville. Modeste mais stable, il quittait la maison à 6 heures et revenait le soir épuisé, mais jamais sans un sourire pour son fils. Je restais à la maison pour m'occuper de Daniel. À l'époque, je ne travaillais pas. Nous étions une famille traditionnelle. Robert gagnait l'argent et je m'occupais du foyer. J'adorais ça. J'adorais regarder Daniel grandir, apprendre à s'asseoir, à ramper, à marcher. J'adorais entendre ses premiers mots, maman. Bien sûr, c'était maman parce que j'étais toujours là. Quand Daniel a eu 2 ans, il aimait m'aider à cuisiner, ce qui signifiait surtout faire plus de dégâts qu'autre chose. Il se tenait sur une petite chaise à côté du comptoir, remuant des casseroles de toutes ses forces, de la farine volant partout, son visage couvert de taches alors qu'il riait, et je ne pouvais m'empêcher de rire avec lui. Nous faisions des cookies ensemble. Je lui ai appris à pétrir la pâte avec ses petites mains, essayant de m'imiter. Les cookies sortaient grumeleux et inégaux, mais nous les cuisions et les mangions quand même, riant et les appelant nos chefs d'œuvre. Un jour, tu seras un meilleur boulanger que moi, ai-je dit. Je veux juste être comme toi, a-t-il répondu. Notre maison sentait toujours la vanille, la cannelle, le café et quelque chose de chaud cuisant au four. Le dimanche, nous allions au parc avec une vieille couverture et nous asseyions sous un arbre. Daniel courait partout en chassant les pigeons, grimpant sur le toboggan. Robert et moi le regardions main dans la main, sentant que nous avions tout. Nous sommes si chanceux, disait-il. Oui, nous le sommes, répondais-je. Et nous l'étions vraiment. Le temps passait vite. Daniel est passé du petit garçon que je tenais autrefois dans mes bras à un adolescent plus grand que moi. Quand il a commencé l'école primaire, j'étais le genre de mère qui ne manquait jamais une réunion parents-professeurs, apportait toujours des friandises faites maison pour la fête de l'école et cousait des costumes pour les pièces de théâtre. Daniel était un bon élève, responsable, curieux et travailleur. Nous faisions ses devoirs ensemble à la table de la cuisine. J'essayais de l'aider en maths, même quand je n'étais pas sûr des réponses moi-même. Il me lisait ses rédactions, des histoires de super-héros, de dinosaures, d'astronautes. « Veux-tu être écrivain un jour ?» demandais-je. « Non, maman. Je veux être ingénieur. » Il riait parce que son oncle était ingénieur civil, et il l'admirait profondément. L'oncle de Daniel avait toujours la patience de répondre à chaque question. Comment les ponts ne tombent-ils pas? Pourquoi les grands bâtiments restent-ils debout? Il m'a dit un jour, ce gamin ira loin. Et je le croyais. Mais quand Daniel avait 15 ans, notre monde s'est effondré. Robert est mort subitement d'une crise cardiaque. Pas d'avertissement, pas d'adieu. Ce jour-là avait commencé comme n'importe quel autre. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble. Il a embrassé mon front et a dit, à ce soir, chérie.
Mais ce soir n'est jamais venu. J'ai reçu l'appel du magasin. Madame Carter, veuillez venir à l'hôpital tout de suite. Qu'est-il arrivé à Robert, ai-je demandé. Il a eu une crise cardiaque. Il est à l'hôpital central. Je me suis précipité là-bas avec Daniel à mes côtés. Quand un jeune médecin est sorti, le visage tiré par l'épuisement, j'ai su avant qu'il ne dise un mot. Nous sommes vraiment désolés. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Votre mari est décédé il y a environ 20 minutes. Daniel a serré ma main. Maman. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas comment lui faire comprendre que son père ne reviendrait pas, que notre famille de 3 venait de devenir 2. Ils nous ont laissé le voir une dernière fois. Robert était allongé immobile, son visage paisible comme s'il dormait. Daniel s'est avancé, touchant doucement la main de son père. Papa. Puis le silence. Mon fils, presque un homme, mais encore mon petit garçon, s'est effondré en sanglots. Les jours qui ont suivi ont été flous. Les funérailles, les visiteurs, les décisions financières, la vente du magasin, le remboursement des dettes. Je n'avais pas d'autre choix que de vendre la quincaillerie de Robert. L'argent a couvert les dettes et les frais funéraires, et ce qu'il restait, je l'ai économisé pour l'avenir de Daniel. Je me suis juré que peu importe à quel point je devais travailler dur, mon fils aurait l'éducation qu'il méritait. J'ai trouvé un emploi pour nettoyer une clinique dentaire. Le salaire était maigre, mais c'était du travail. Je commençais à 5 heures du matin à frotter les sols, les salles de bain et les fenêtres, entourées de l'odeur âcre de l'eau de Javel. Mes mains sont devenues rugueuses. Mon dos me faisait constamment mal, mais je ne me plaignais pas parce que j'avais un fils pour qui vivre. À 14 heures, je quittais le premier emploi et allais directement à mon quart de soir comme réceptionniste dans une autre clinique. Je répondais au téléphone, prenais des rendez-vous, souriais aux patients même quand j'étais épuisé. Je rentrais à la maison vers 20 heures et Daniel avait déjà le dîner prêt. Il m'attendait avec ce même sourire familier. « Comment s'est passée ta journée, maman ?»« C'était bien, chérie. »« Et la tienne ?»« Bien. » Nous mangions ensemble, parlant de ses cours, de ses amis, des petites choses qui composaient nos journées. Dans ces soirées tranquilles, juste nous deux à la table de la cuisine, j'avais l'impression que peut-être tout irait bien. Nous avions encore l'un l'autre, et c'était suffisant. Daniel a obtenu son diplôme d'études secondaires avec d'excellentes notes. Il a postulé dans plusieurs universités et a été accepté dans le programme de génie civil de l'Université de Chicago. Ils t'ont accepté ? Ai-je demandé, retenant mes larmes. On l'a fait, maman. Tu l'as fait, a-t-il dit en me serrant fort dans ses bras. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu n'auras jamais à le savoir. Je serai toujours là, lui ai-je dit, et je le pensais vraiment. Ces années universitaires ont été difficiles mais pleines de fierté. Il étudiait tard dans la nuit, assis à la table de la cuisine, entouré de piles de livres et d'une tasse de café froid. De nombreuses nuits, je restais debout avec lui pour préparer de petites collations, assise à côté de lui en silence. Il était fatigué, j'étais fatigué, mais d'une certaine manière, cela me faisait me sentir entière. « Sais-tu ce que je veux faire quand j'aurai mon diplôme ?» a-t-il demandé un soir. « Quoi donc ? » Je veux construire un pont, un grand pont qui relie les gens. Tu le feras. J'en suis sûr. Il a souri. Et quand je le ferai, je le nommerai d'après toi. Non, ai-je ri. Nomme-le d'après ton père. Il a souri doucement. Alors je le nommerai d'après vous deux, le pont Robert et Ami. Ça sonne mieux. Chaque dimanche, nous allions encore au parc. Plus de vieilles couvertures, juste de longues promenades et des discussions tranquilles sous le soleil. Nous étions une équipe, mère et fils, contre le monde. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Lors de sa dernière année d'université, Daniel a commencé à parler de déménager à New York. Il y a plus d'opportunités là-bas, maman. Mais c'est si loin. Pas si loin. Juste quelques heures en bus. Tu sais que je te soutiendrai toujours, mais j'ai peur. Tu es tout pour moi. Il m'a pris la main. Et tu es tout pour moi, maman. Mais je dois faire ça. Je dois grandir. Il avait raison. Mais cela n'empêchait pas mon cœur de souffrir. Daniel a obtenu son diplôme avec les plus grands honneurs. J'étais assise au premier rang, les larmes coulant en le regardant recevoir son diplôme. J'ai pensé à Robert,
à quel point il aurait été fier. J'ai pensé à toutes ces nuits à laver les sols, tous ces petits matins, chaque sacrifice en avait valu la peine. 2 mois plus tard, Daniel a obtenu un emploi dans une grande entreprise de construction à New York. Bon salaire, excellents avantages. Tu l'as fait, ai-je dit. Nous l'avons fait, a-t-il répondu. Je l'ai aidé à tout préparer. J'ai payé la caution de l'appartement, acheté des meubles, des vêtements de bureau. J'ai presque vidé mes économies, mais je ne regrettais pas un centime. C'était pour mon fils. Le jour où Daniel est parti fut l'un des plus difficiles de ma vie. Je l'ai emmené à la gare routière, aidé avec ses bagages, assise à côté de lui dans la salle d'attente. Quand ils ont annoncé son bus, nous nous sommes étreints longuement. Prends soin de toi, chérie. Toi aussi, maman. J'appellerai quand j'arriverai. Mange correctement. Ne vis pas de plats à emporter. Je sais. Et dors suffisamment. Maman, je vais bien aller. C'est juste. Tu vas tellement me manquer. Tu vas me manquer aussi. Il est monté dans le bus, a trouvé un siège près de la fenêtre et a fait un signe d'adieu. Je suis resté là, regardant à travers la vitre embuée, essayant de mémoriser son visage. Le bus a démarré, rétrécissant dans le flot de la circulation jusqu'à disparaître. Dans cette gare bruyante, je me sentais complètement vide, la plus seule que j'ai été depuis la mort de Robert. J'ai pris un taxi pour rentrer, fixant par la fenêtre sans rien voir vraiment. Quand j'ai franchi la porte, la maison était lourde de silence. Je suis allé dans la chambre de Daniel, son lit soigneusement fait, son bureau débarrassé. Seuls quelques souvenirs restaient, de vieilles affiches, quelques trophées scolaires. Je me suis assise sur son lit, sentant encore une trace de son odeur, et j'ai éclaté en sanglots. Des larmes pour le départ de mon fils, pour la maison vide, pour avoir réalisé que pendant 17 ans, je n'avais vécu que pour lui et oublié comment vivre pour moi-même. Je me suis dit, c'est normal, ami. Les enfants grandissent et partent. C'est la vie. J'ai essayé d'y croire, de me sentir fier, de me dire que j'avais rempli mon devoir de mère en l'élevant jusqu'à ce qu'il puisse voler de ses propres ailes. Mais au fond, je ressentais autre chose. Le vide ne venait pas seulement de son absence. C'était un sentiment tranquille que quelque chose avait changé pour toujours. Peut-être que mon fils, le garçon qui m'avait autrefois serré dans ses bras dans le parc, l'adolescent qui avait pleuré dans mes bras à la mort de son père, le jeune homme qui avait dit « Je n'aurais pas pu faire ça sans toi », était en train de disparaître lentement. Et l'homme qui grandissait là-bas dans le monde serait un jour quelqu'un que je ne reconnaîtrais plus. Pendant les 3 premiers mois, tout semblait aller bien, assez bien pour que je croie que la distance ne nous briserait pas. Daniel appelait tous les soirs après le travail, toujours à 21h. Peu importe ce que je faisais, je répondais immédiatement. Maman, c'est moi. Comment s'est passée ta journée? Bien, chérie. Et la tienne? Nous parlions de tout. De ses projets au travail, de ses collègues, de la ville trépidante qui le submergeait encore. C'est énorme, maman. Tant de gens, tant de trafic, si bruyant. Est-ce que tu aimes ça? Oui, mais c'est épuisant. Parfois, le calme de Chicago me manque. Tu peux toujours rentrer, tu sais. Cette maison t'attend. Je sais, maman. Merci. Je lui parlais de mon travail à la clinique avec Rosa, ma vieille amie, du temps, des voisins, des petites choses du quartier. Ces conversations simples signifiaient tout pour moi. Elles maintenaient le lien entre nous vivants. Mais les week-ends étaient les plus difficiles. Le samedi matin, je me réveillais dans le silence, ce même silence qui avait autrefois été rempli des pas de Daniel, de sa musique, de ses rires. Je nettoyais la maison même si elle était impeccable. Je cuisinais même si ce n'était que pour moi. J'allumais la télé sans vraiment regarder. Rosa passait souvent le dimanche après-midi. Ami, tu dois sortir plus, rencontrer de nouvelles personnes. Tu ne peux pas juste rester à la maison à attendre l'appel de Daniel. Je n'attends pas. J'aime juste le calme. Le calme, dit-elle doucement, souriant tristement. Ça, c'est de la solitude. Peut-être qu'elle avait raison, bien que je n'étais pas prête à l'admettre. Puis un mardi soir, Daniel n'a pas appelé. J'ai attendu jusqu'à 21h30. Rien. À 22h, j'ai envoyé un SMS, tout va bien. 1 heure plus tard, il a répondu, oui, désolé maman.
J'ai été très occupé. Ce n'est pas grave. Tu veux parler un peu? Je suis épuisé, maman. Demain. D'accord. D'accord. Repose-toi. Il a appelé le lendemain, mais seulement pour 15 minutes au lieu d'heure. Désolé, maman. Je dois finir quelque chose pour le travail. C'est bon, chérie. Je comprends. Et je comprenais. Du moins, je voulais croire que je comprenais. Le travail était prenant. C'était normal. Mais ensuite, les appels sont devenus moins fréquents, un jour sur deux, puis tous les quelques jours, puis juste une fois par semaine. Le changement s'est insinué lentement, tranquillement, comme la marée qui se retire. On ne remarque rien jusqu'à ce qu'on se tienne sur le sable nu, se demandant quand l'océan a disparu. Quand nous parlions, la voix de Daniel semblait distante, vidée. « Tu vas bien? Tu as l'air fatigué. »« Je vais bien, maman. Juste usé. »« Manges-tu correctement? »« Ouais. »« Dors-tu assez? »« Oui, maman. »« Es-tu sûr? » Un soupir. « Maman, je vais bien. Juste très occupé. »« Je comprends. Je ne veux pas te déranger. »« Tu ne me déranges pas, mais sa voix disait le contraire. J'essayais de ne pas appeler trop souvent, attendant qu'il me contacte d'abord, mais les intervalles entre les appels s'allongeaient. Une semaine, puis deux, une fois 18 jours. 18 jours. Se réveiller chaque matin en espérant que le téléphone sonnerait, vérifier les messages encore et encore, se demander si j'avais fait quelque chose de mal, si je l'avais d'une manière ou d'une autre lassé de moi. Quand Daniel a finalement appelé, j'ai essayé d'avoir l'air décontracté. Oh, quelle surprise, chérie. Salut, maman. Comment vas-tu? Je vais bien. Toi, juste très occupé? Le travail est écrasant. Trop occupé pour appeler ta mère? Ai-je plaisanté, mais ma voix est sortie plus tranchante que je ne le voulais. Silence. Je suis désolé, maman. Je suis juste surchargé. C'est bon. Tu me manques juste. Tu me manques aussi. Mais tu dois comprendre que la vie ici est différente. J'ai beaucoup de responsabilités. Je sais. Je ne te mets pas la pression. Je veux juste entendre ta voix. Tu l'entendras. Je promets d'appeler plus souvent. Mais il ne l'a pas fait. Les appels sont devenus moins nombreux, plus courts, plus vides, comme si à chaque conversation il s'éloignait un peu plus. Maintenant, il ne me parlait plus de sa journée, et il ne demandait jamais comment s'était passée la mienne. Les appels sont devenus superficiels, comme une tâche à accomplir. Comment vas-tu? Bien, maman. Que as-tu fait aujourd'hui? Travailler. Quoi de neuf? Non. D'accord, repose-toi alors. Bien sûr. Prends soin de toi, maman. Et la ligne se coupait. Je restais assise là, le téléphone toujours à la main, sentant quelque chose d'invisible mais réel se fissurer entre nous. Puis, lors d'un de ces brefs appels, Daniel a dit quelque chose qui a fait bondir mon cœur. Maman, j'ai rencontré quelqu'un. Mon cœur s'est serré, mais pas d'inquiétude, de joie. Mon fils avait rencontré quelqu'un. Vraiment? Je suis si heureuse pour toi. Raconte-moi tout. J'ai entendu une excitation sincère dans sa voix. Elle s'appelle Valérie. Elle est architecte. Nous travaillons ensemble. C'est merveilleux, chérie. Comment est-elle? Elle est incroyable. Intelligente, talentueuse, belle. Elle a 28 ans, diplômée de l'université Columbia. Daniel avait 24 ans. Elle avait 4 ans de plus, mais cela ne me dérangeait pas, je suis si heureuse pour toi. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Environ 2 mois. 2 mois. Et il ne me le disait que maintenant. Est-ce que tout se passe bien? Très bien, maman. Je suis vraiment heureux. Je ne me suis pas senti comme ça depuis longtemps. La joie dans sa voix m'a profondément ému. J'étais sincèrement heureuse parce que chaque mère ne veut qu'une chose pour son enfant, qu'il soit heureux. J'aimerais la rencontrer un jour. Il y eut un bref silence. Bien sûr, maman, il y aura certainement une occasion plus tard. Plus tard? Oui, maman. C'est encore un peu tôt. On apprend juste à se connaître. D'accord. Quand tu seras prêt.
Merci de comprendre. Envoie-moi une photo de vous deux. Peut-être plus tard, maman. Je dois y aller maintenant. Valérie m'attend. Valérie m'attend. Ces deux mots m'ont transpercé, bien que je ne puisse expliquer pourquoi. D'accord, chérie. Amuse-toi bien. Merci, maman. Je t'aime. Je t'aime aussi. Il a raccroché avant que je puisse dire un autre mot. Je suis restée assise là à regarder mon téléphone, essayant de donner un sens à ce qui venait de se passer. Mon fils avait une petite amie. Cela aurait dû être une bonne nouvelle. Alors, pourquoi ma poitrine semblait-elle si lourde? Je me suis dit que ce n'était que l'inquiétude naturelle d'une mère. Le malaise qui survient lorsque son enfant entre dans une relation sérieuse. Mais non, quelque chose était différent. C'était dans la façon dont il prononçait son nom, le ton quand il mentionnait que Valérie attendait, comme si elle était devenue le centre de son monde, et que j'étais juste une ombre s'estompant à l'arrière-plan. Dans les semaines qui ont suivi, ma peur s'est doucement réalisée. Daniel n'appelait presque plus. Et quand il le faisait, il ne parlait que de Valérie. Valérie et moi sommes allés dans ce restaurant. Valérie m'a montré cet endroit. Valérie a dit. Tout était Valérie. J'écoutais encore, souriais encore, posais encore des questions, mais au fond de moi, je me sentais disparaître lentement de la vie de mon fils. Je lui envoyais des SMS et il répondait des heures plus tard, parfois des jours. Désolé, maman. J'ai été occupé avec Valérie. J'essayais d'en savoir plus sur elle à partir des quelques détails que Daniel partageait. Valérie venait d'une famille aisée de New York. Son père était architecte aussi. Sa mère une professeure d'université cultivée, et sa jeune sœur était à l'école de médecine. Une famille qui ne ressemblait en rien à la nôtre, riche, éduquée, respectée. J'étais juste une femme qui travaillait, une veuve qui avait élevé son fils seul en nettoyant des cliniques pendant que Daniel allait à l'école grâce à des bourses. Je me demandais ce que Valérie penserait si elle savait pour nous, pour moi. J'essayais de repousser cette pensée, mais elle persistait, surtout alors que Daniel partageait de moins en moins. Un soir, alors que nous étions au téléphone, j'ai entendu une voix de femme en arrière-plan. Daniel, je pars. J'arrive, chérie. Je me suis figé. Est-ce que Valérie est là? Oui, maman. Elle est passée. Oh, je ne savais pas que vous viviez ensemble. Silence pendant quelques secondes. Ce n'est pas le cas, maman. Elle est juste venue me rendre visite. Je vois. Une autre pause gênante. Maman, je dois y aller maintenant. On sort. D'accord. Amusez-vous bien. Merci. On se parle plus tard. Mais ce plus tard n'est jamais venu. Le mois suivant, Daniel est devenu encore plus distant, presque complètement parti de ma vie. Pour mon 60e anniversaire, il n'est pas rentré à la maison. Il a juste envoyé des fleurs par la poste, 12 roses jaunes, une pour chaque mois où nous ne nous étions pas vus. La carte disait « Joyeux anniversaire, maman. Désolé de ne pas pouvoir être là. Valérie et moi sommes occupés par le travail. Bisous, Daniel. » Je suis restée assise à regarder le bouquet pendant des heures. Les fleurs étaient belles, sûrement chères, mais froides. Pas de chaleur, pas d'affection, juste un rappel que mon fils était loin, occupé à construire une nouvelle vie. Rosa, mon amie la plus proche, a organisé un petit dîner chez moi, invitant quelques voisins. Nous avons mangé de la soupe au poulet, chanté joyeux anniversaire, coupé le gâteau. Tout le monde a demandé, ton fils n'est pas rentré? Il est occupé par le travail. C'est dommage. Tu dois tellement lui manquer. J'ai souri et dit, je suis sûr que oui. Mais dans mon cœur, je n'y croyais plus. Quand tout le monde est parti, j'ai nettoyé seul. J'ai rangé la nourriture, fait la vaisselle, balayé le sol, essuyé les comptoirs. La maison était impeccable, mais mon cœur semblait vide. Je me suis assise avec une tasse de thé chaud et j'ai regardé le vase de roses jaunes sur la table, et je me suis permis d'admettre ce que j'évitais depuis le début. Mon fils m'échappait et il n'y avait rien que je puisse faire pour l'arrêter. Pire encore, j'ai commencé à réaliser que je ne pourrais peut-être pas le retenir du tout. Quand quelqu'un décide que quelque chose d'autre compte plus que vous, peu importe ce que vous faites, il partira quand même. Tout ce que vous pouvez faire, c'est le regarder partir et essayer de ne pas vous briser. Les roses se sont fanées lentement,
leurs pétales brunissant et tombant un par un. J'aurais dû les jeter. N'importe qui d'autre l'aurait fait, mais je les ai gardés, les laissant sécher dans le vase, comme la preuve de quelque chose que je ne pouvais pas encore admettre, que le garçon qui m'appelait autrefois tous les jours, qui disait « Je ne pourrais rien faire sans toi », était parti. Du moins parti pour moi. Parfois, nous nous faisons croire des mensonges parce que la vérité fait trop mal. Nous nous convainquons que c'est de notre faute, que nous avons fait quelque chose de mal, parce qu'il est plus facile de se changer soi-même que d'accepter que quelqu'un que nous aimons nous blesse. J'ai atteint ce point après mon 60e anniversaire. Assise dans la cuisine à regarder ces roses fanées, je suis arrivé à une conclusion. C'était de ma faute. J'avais dû appeler trop souvent, poser trop de questions. J'étais le genre de mère collante, le genre qui ne savait pas lâcher prise, qui aimait tellement que ça étouffait. Daniel avait besoin d'espace, d'indépendance. Et moi, voulant toujours rester proche, parler, je l'avais fatigué. L'histoire collait parfaitement avec tout ce que j'avais lu dans les articles sur la parentalité. Apprenez à laisser partir vos enfants adultes. Ne soyez pas une mère contrôlante. Laissez-les vivre leur propre vie. Alors, j'ai décidé de faire exactement cela. J'ai arrêté d'appeler complètement. S'il voulait parler, il m'appellerait. Je n'insisterai plus. Une semaine a passé, puis 2, puis 3, puis 1 mois. J'ai vérifié mon téléphone d'innombrables fois, mais je me répétais, donne-lui du temps. Il est juste occupé. De nombreux jours, il était difficile de respirer à cause du vide. Chaque matin, je me réveillais le cœur lourd, me demandant si aujourd'hui il appellerait. J'allais au travail, rentrais, regardais mon téléphone, toujours rien. Rosa l'a remarqué tout de suite. Ami, depuis combien de temps ton fils n'a-t-il pas appelé? Environ 1 mois. Pourquoi ne l'appelles-tu pas? Je veux lui donner de l'espace. Je ne veux pas le déranger. Rosa m'a regardé avec ses yeux qui me connaissaient depuis 40 ans. Ou peut-être que tu te punis d'avoir besoin de lui. Non, je respecte juste son espace. Il y a une différence entre respecter l'espace et s'effacer de sa vie, ami. Alors, que veux-tu que je fasse? L'appeler et le déranger. Je veux juste que tu te rappelles que le fait que ton enfant te manque n'est pas un péché. Je suis restée silencieuse. Rosa a soupiré. Je ne sais pas ce que pense Daniel, mais je sais une chose. Ce n'est pas de ta faute. Tu es une bonne mère, une mère qui a toujours aimé son fils. Je voulais la croire. Je le voulais vraiment. Mais me blâmer était plus facile. À la 5e semaine, le téléphone a enfin sonné. C'était Daniel. Mon cœur battait la chamade. Ma respiration s'est accélérée. J'ai pris quelques grandes inspirations avant de répondre, essayant de paraître calme comme si je n'avais pas compté chaque jour en attendant cet appel. Salut, chérie. Salut, maman. Comment vas-tu? Sa voix était légère, joyeuse, comme si rien ne s'était passé. Je vais bien. Et toi? Bien. Vraiment bien. En fait, j'appelle parce que j'ai une nouvelle. Ma poitrine s'est serrée. Qu'est-ce que c'est, chérie? Valérie et moi allons nous marier. Le monde s'est arrêté. Le tic-tac de l'horloge, le bourdonnement du réfrigérateur, le chien qui aboyait dehors, tout s'est tu. Maman, tu es toujours là. Oui. Oui, je suis là. Désolé. Je suis juste surprise. Une bonne surprise, non? J'ai avalé difficilement. Bien sûr. Félicitations, chérie. Je suis si heureuse pour toi. Et j'étais heureuse, mais aussi confuse, effrayée et douloureuse. Heureuse qu'il ait trouvé l'amour. Effrayée que tout change trop vite, et douloureuse parce que je connaissais à peine la femme qui partagerait sa vie. Dans ma tête, une question résonnait silencieusement. Y aura-t-il encore une place pour moi dans cette nouvelle vie? Merci, maman. Je suis tellement excité. Le mariage aura lieu dans 3 mois. Juste quelque chose de simple à New York avec la famille proche et les amis. Bien sûr, je serai là. Une courte pause. Super. Je t'enverrai les détails par email. Email? Oui, maman. Valérie organise tout en ligne. C'est plus facile comme ça. Je vois. Mais je ne voyais pas tout. Quoi qu'il en soit, j'ai d'autres personnes à appeler pour annoncer la nouvelle.
Tu l'as déjà dit à d'autres? Ouais. Les parents de Valérie, sa sœur, quelques amis, et ta mère l'apprend en dernier. Les mots ont glissé avant que je ne puisse les arrêter. Maman, s'il te plaît, ne commence pas, je ne commence rien. Je demande juste. Ça n'a pas l'air d'une question. Maman, tu es importante pour moi, mais j'ai beaucoup à gérer en ce moment. Tout ne tourne pas autour de toi. Ces mots m'ont frappé comme un coup. Je n'ai jamais dit que tout tournait autour de moi. Alors ne le prends pas si personnellement. Comment ne pas le prendre personnellement, Daniel? Je suis ta mère. Exactement. Tu es ma mère, pas ma femme. Valérie est ma priorité maintenant. La pièce est devenue silencieuse, lourde, suffocante, pleine de choses qu'aucun de nous ne pouvait dire. Maman, je suis désolé. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Je suis juste stressé par le mariage. Il y a trop à faire, trop de choses en cours. Je comprends. Vraiment. Merci, maman. Je t'aime. Je t'aime aussi. J'ai entendu la longue tonalité de l'appel terminer, mais j'ai gardé le téléphone pressé contre mon oreille, sentant mon cœur se fissurer un peu plus. Mon fils épousait une femme que je n'avais jamais rencontrée, lors d'un mariage dont je n'avais pas participé à la planification, et je devais quand même sourire et le féliciter parce que c'est ce qu'une mère est censée faire. 2 jours plus tard, j'ai reçu l'invitation par email. Elle était élégante et magnifiquement conçue dans des tons beige doux et or. Il y avait une photo de Daniel et Valérie, mon fils rayonnant de joie, elle radieuse dans une robe blanche, des boucles douces tombant sur ses épaules. Ils avaient l'air heureux en amour. Et moi, fixant cette photo, je me sentais comme une étrangère. La carte disait, Daniel Carter et Valérie Thomas vous invitent cordialement à leur mariage. Pas de, chère maman, pas de, nous avons hâte de partager ce jour spécial avec toi. Juste, vous invite cordialement, comme si j'étais une connaissance lointaine, une collègue, un nom sur une liste. J'ai imprimé l'invitation. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour la voir de mes propres yeux et croire que c'était réel. Je l'ai épinglée sur la porte du réfrigérateur avec un aimant. Chaque fois que je passais dans la cuisine, la regarder me serrait la poitrine à nouveau. Une semaine plus tard, j'ai rassemblé mon courage et appelé Daniel. Chérie, j'ai reçu l'invitation. Oh, bien. Qu'en penses-tu? C'est magnifique. Mais je voulais demander, penses-tu que je pourrais rencontrer Valérie avant le mariage? Peut-être que nous pourrions prendre un café, apprendre à nous connaître un peu. Silence pendant quelques secondes. C'est difficile, maman. Valérie et moi sommes débordés, dégustation de gâteaux, fleurs, photographes, tout est un chaos. Je comprends, mais c'est pourquoi je pensais pouvoir aider. Après tout, je suis ta mère. Je sais, mais Valérie a ses propres idées. Sa mère aide beaucoup aussi. Tu sais comment sont les mariés. Elles veulent que tout soit parfait. Je me suis figé. Sa mère aide, mais pas moi. Tu auras plein de temps pour apprendre à vous connaître après le mariage, maman. Quand les choses se calmeront. D'accord, alors. Je suppose que je vous verrai tous les deux au mariage. Mais pourrais-je au moins l'appeler avant? Ce serait bien de me présenter. Une autre pause inconfortable. Je vais demander, mais elle est vraiment stressée. Je ne veux pas ajouter plus de pression. Pression? Les mots ont piqué comme si mon existence même était un fardeau. C'est bon, chérie. Je ne veux pas causer de problème. Tu ne causes pas de problème. C'est juste, tu sais. Non, je ne sais pas. Je dois vraiment y aller, maman. On se parle bientôt. D'accord, prends soin de toi. J'ai posé le téléphone et réalisé que mes mains tremblaient, non pas de froid, mais de colère, de douleur et d'impuissance. Peu importe ce que je disais ou faisais, j'étais poussé aux marges de la vie de mon propre fils. Et le pire, c'est qu'il ne le remarquait même pas. Ou peut-être qu'il le remarquait et ne s'en souciait tout simplement pas. Les jours se sont transformés en semaines, puis en mois. Pendant ce temps, Daniel n'a appelé que 3 fois. Des conversations courtes et précipitées remplies de raisons de raccrocher. J'ai avalé chaque question, chaque désir de faire partie de sa vie parce que je ne voulais pas être la mère ennuyeuse. J'ai essayé de rester patiente, gentille, posée, même si mon cœur se brisait doucement. Rosa passait souvent à la maison pour essayer de me faire sortir, cinéma,
promenade, déjeuner, n'importe quoi pour me sortir de la spirale de mes pensées. Ami, tu ne peux pas continuer à attendre comme ça. Tu te tortures, en faisant semblant d'aller bien alors qu'il est clair que non. Je vais bien. Non, ce n'est pas le cas. Et c'est correct. Ce qui n'est pas correct, c'est de faire semblant. Mais faire semblant était tellement plus facile que d'affronter la vérité. Et la vérité faisait trop mal. 2 semaines avant le mariage, j'ai décidé que je devais acheter quelque chose à porter. Après tout, j'étais toujours la mère du marié. Je suis allé au centre commercial, marchant d'un magasin à l'autre, essayant robe après robe, chemisier après chemisier, tenue après tenue. Mais aucune d'elles ne me faisait sentir comme je le voulais, importante, valorisée, comme une mère de mariée devrait se sentir. Chaque robe me faisait sentir plus petite, plus terne. À la fin, j'ai choisi une simple robe bleu marine, assez élégante, appropriée pour un invité ordinaire. J'ai acheté une nouvelle paire de chaussures et je me suis arrêté au salon de coiffure près de chez moi. Occasion spéciale, a demandé la coiffeuse. Le mariage de mon fils. Oh mon Dieu, c'est merveilleux. Il doit être ravi de partager ce jour avec vous. J'ai souri. Je suppose que oui. Un doux mensonge parce que mentir à des étrangers est plus facile que d'admettre la vérité. Le jour avant le mariage, j'ai pris le bus longue distance pour New York, 12 heures, mais rien à voir avec la dernière fois. Pas d'excitation, pas d'anticipation, juste un lourd sentiment d'appréhension. Je suis arrivé tôt. Daniel avait envoyé l'adresse d'un petit hôtel 3 étoiles près du lieu de réception. La chambre était simple. Je me suis enregistré, j'ai posé ma valise, je me suis assise sur le lit et j'ai pleuré juste quelques minutes. Puis j'ai dû arrêter. Je devais être calme, forte, prête. La cérémonie était à 16 heures dans un jardin du côté sud de la ville. Je suis arrivé tôt, pas trop tôt, mais je ne voulais pas être en retard non plus. C'était magnifique, des fleurs blanches partout, des tables élégamment disposées, des musiciens accordant leurs instruments. Je me tenais à l'entrée, sentant que je n'avais pas ma place là. J'ai vu Valérie de loin, debout parmi un groupe de belles femmes, riant avec éclat. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai marché vers elle. Elle s'est tournée, ses yeux me scannant de la tête aux pieds, s'attardant un instant sur mes chaussures, ma robe, mes cheveux. En une seconde, j'ai su exactement ce qu'elle pensait, cette femme n'a pas sa place ici. Mais elle a souri, le sourire parfait et exercé. Vous devez être Madame Amy, la mère de Daniel. Oui, c'est si agréable de te rencontrer, Valérie. Je me suis penché pour la serrer dans mes bras, mais c'était un geste froid et poli, plus une formalité qu'une chaleur. C'est un plaisir de vous rencontrer. Daniel m'a tellement parlé de vous. Je doutais de cela, mais j'ai souri quand même. Tu es magnifique. Merci. La pause entre nous s'est étirée. Je suis désolé. Je dois retourner voir les invités. Vous savez comment c'est. Et elle s'est éloignée, sans demander si j'étais fatigué du voyage, sans me présenter à personne. Elle s'est juste éloignée. Je suis resté là dans ce jardin lumineux, entouré d'étrangers, me sentant totalement seul. J'ai cherché Daniel. Il était près de l'allée, parlant à quelques hommes en costume. Il avait l'air heureux. Je me suis approché. Je suis là, chérie. Il s'est tourné, m'a donné une étreinte rapide. Je suis content que tu aies pu venir, maman. Merci d'être venue. Comme si j'avais le choix. Comment te sens-tu? Nerveux? Nerveux? Heureux. Tout à la fois. C'est normal, chérie. Quelqu'un l'a appelé. Désolé, maman. Je dois saluer les invités. Je te verrai plus tard. D'accord. Bien sûr. Et j'étais seul à nouveau. J'ai trouvé mon siège. Chaque chaise avait un carton avec un nom. Le mien était au 3e rang. Pas le premier. Pas même le second. Cela était pour les parents de Valérie, ses grands-parents, tantes, oncles. Moi, la mère du marié, j'étais assise au 3e rang parmi des parents éloignés et des amis de la famille de la mariée. J'ai ravalé mes larmes. C'est bon, me suis-je dit. Tant que Daniel est heureux. Mais ce n'était pas bon. Pas même un peu. La cérémonie était magnifique. Daniel avait l'air radieux. Valérie éblouissante. Quand ils ont échangé leurs vœux,
j'ai pleuré non seulement de joie, mais de la douleur de perdre mon fils pour de bon. Après le mariage, tout est devenu silencieux. Pas le genre de silence réconfortant, mais le vide qui vous fait réaliser que quelque chose de précieux est parti. Daniel n'a appelé qu'une seule fois après son retour de lune de miel, une semaine à Cancun que j'avais déjà vu partout sur les réseaux sociaux de Valérie, photos de plage, restaurant chic, coupe de champagne, sourire, baiser. J'ai cliqué sur « J'aime » sur chaque publication, commentant « Vous êtes magnifiques tous les deux. Félicitations. » Valérie n'a jamais répondu. Pas une seule fois. Quand Daniel a appelé, sa voix était légère, joyeuse. « Salut, maman. Comment vas-tu ? » Je vais bien. Comment s'est passé le voyage ? Incroyable. Cancun est magnifique. Tu devrais y aller un jour. J'ai juste souri, retenant la pensée, avec quel argent ? Et toi ? Qu'est-ce que tu as fait ? Le train-train habituel, travail et maison. Rien de spécial. Pas vraiment. Une longue pause. Je voulais juste dire bonjour. On réorganise l'appartement. Valérie a apporté tellement de choses. On est encore en train de trier tout ça. C'est bien, chérie. Prends soin de tes affaires. Je rappellerai bientôt. Quand tu auras le temps. Bien sûr. Prends soin de toi, maman. La ligne s'est coupée. 5 minutes. Toute la conversation a duré exactement 5 minutes. Je suis resté assise à regarder le téléphone, le vide dans ma poitrine s'élargissant. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois. Daniel appelait peut-être une fois toutes les 2 ou 3 semaines. Des conversations courtes, superficielles, pressées. Comment vas-tu, maman ? Je vais bien. Comment allez-vous, toi et Valérie ? Bien. Tout va bien. Je suis heureuse pour toi aussi. Quand viendrez-vous me rendre visite ? Ça fait si longtemps. Bientôt, maman. Bientôt. Bientôt. Cette promesse vide. Il l'utilisait toujours pour me faire taire, mais bientôt ne venait jamais. J'ai essayé de remplir mes longues journées. Rosa et moi nous sommes inscrites à un cours de tricot au centre communautaire voisin. J'ai appris à tricoter des écharpes, des chapeaux, puis des couvertures pour bébé. Un jour, Rosa a demandé « Pour qui sont toutes ces couvertures pour bébé ?» J'ai répondu sans réfléchir « Pour quand j'aurai un petit-fils ». Rosa m'a juste regardé, ne disant rien. Nous savions toutes les deux que cela pourrait être long, ou du moins c'est ce que je pensais. Puis, un mardi soir, Daniel a appelé avec une nouvelle qui m'a coupé le souffle. Valérie est enceinte, maman. Le monde autour de moi s'est arrêté. La télé, le frigo, le trafic dehors, tout est devenu silencieux. Maman, tu es là. Oui. Oui, je suis là. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Valérie est enceinte. Je vais être papa. Les larmes ont rempli mes yeux. Mon cœur s'est gonflé. Moitié douleur, moitié joie. Tu n'as pas idée à quel point cela me rend heureuse. Je le pensais vraiment. Après toutes ces années à l'élever seule, après tout, j'allais enfin être grand-mère. De combien de temps est-elle ? 3 mois. 3 mois. Et il ne me le disait que maintenant. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ? On voulait attendre la fin du premier trimestre. Tu sais à quel point ça peut être risqué. Je vois. Mais au fond, je savais que d'autres devaient le savoir avant moi. Valérie se sent-elle bien ? Elle est fatiguée mais ça va. Vraiment excitée. Je suis heureuse pour vous deux. Connaissez-vous déjà le sexe ? Pas encore. Le médecin nous le dira au prochain rendez-vous. C'est merveilleux. Je suis si heureuse pour vous. Je suis heureux aussi. Juste un peu nerveux. J'ai entendu la vraie voix de mon fils à nouveau, chaude, sincère. Tu vas être un père incroyable. Je l'espère. Je sais que tu le seras. Une brève pause, un silence facile que nous n'avions pas partagé depuis longtemps. Merci d'être toujours là, maman. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Je serai toujours là, Daniel. Toujours. Nous avons parlé encore un peu. Il m'a parlé de l'aménagement de la chambre du bébé, des noms qu'ils envisageaient. Après avoir raccroché, je me suis assise et j'ai pleuré à nouveau, mais des larmes de bonheur.
Je croyais que ce bébé me ramènerait mon fils, que je pourrais enfin être grand-mère dans tous les sens du terme. J'étais si naïve. Les jours qui ont suivi ont été les plus heureux que j'ai eus depuis des mois. J'ai partagé la nouvelle avec Rosa, avec mes collègues, avec les dames de mon cours de tricot. Je vais être grand-mère. Tout le monde m'a félicité, m'a serré dans ses bras, a partagé mon excitation. J'ai commencé à tricoter une couverture pour bébé, bleu pour un garçon, rose pour une fille, pour finalement opter pour le jaune juste par sécurité. Chaque maille portait de l'amour et une prière pour le petit que j'aimais déjà de tout mon cœur, bien que je ne l'ai pas encore rencontré. Quelques jours plus tard, j'ai appelé Daniel. Chérie, je tricote une couverture pour le bébé. C'est merveilleux. Merci, maman. Puis-je faire un bonnet et des petits chaussons aussi? Fais ce qui te rend heureuse, maman. Est-ce que Valérie est là? Laisse-moi lui parler. Je veux la féliciter. Silence. Elle se repose, maman. Je lui dirai de t'appeler. Promis. Promis. Mais Valérie n'a jamais appelé. Je lui ai envoyé un message sur Facebook. Félicitations, Valérie. Je suis si heureuse d'être bientôt grand-mère. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Le message a été lu, mais pas de réponse. Une semaine plus tard, j'ai réessayé. Comment te sens-tu, chérie? Je t'envoie encore des bisous. Vu, puis silence. Je me suis dit qu'elle était fatiguée, occupée, mais je connaissais la vérité. J'ai rappelé Daniel. Chérie, j'ai envoyé un message à Valérie, mais elle n'a pas répondu. Elle va bien, maman. Juste fatiguée. Dis-lui de m'appeler une minute. Je veux juste prendre des nouvelles. Valérie n'est pas très téléphone, maman. Elle préfère les textos. Mais je lui ai envoyé un texto et elle n'a pas répondu. Elle est sensible ces derniers temps. C'est la grossesse. Une autre excuse. Il y avait toujours une excuse pour me tenir à l'écart. Le temps passait. Et la seule façon dont je pouvais suivre la grossesse de Valérie était via Facebook. Elle postait des photos de son ventre, des vêtements de bébé, de la chambre d'enfant. C'était un garçon. Il l'appelait Matthew. Matthew, mon petit-fils. Je commentais sous chaque publication. Trop adorable. Hâte de te rencontrer, petit. Je vous aime tant tous les deux. Valérie ne répondait jamais, bien qu'elle répondît aux commentaires de tous les autres. J'essayais de me convaincre que j'imaginais des choses, que j'étais trop sensible, mais il était difficile de nier la vérité. Je leur ai envoyé un colis, la couverture que j'avais tricotée, un ours en peluche et une carte manuscrite pour mon futur petit-fils, grand-mère a hâte de te rencontrer. Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. 2 semaines plus tard, Daniel a envoyé un SMS, bien reçu le colis, maman. Merci. La couverture est belle. C'était tout. Pas de photo de Valérie la tenant. Pas de merci. Rien. J'ai rappelé. Est-ce que Valérie a aimé? Ouais, maman. Je te l'ai dit. Je pensais juste qu'elle appellerait pour dire merci. Maman, ce n'est pas vraiment le genre expressif. Pas même un message? Elle est épuisée, maman. La grossesse a été dure. La même rengaine encore. Et toi? Comment te sens-tu? Un peu nerveux, mais excité. Valérie et sa mère prennent des cours prénataux. Je me suis figé. Valérie et sa mère. Pas toi. J'y vais quand je peux, maman. Le travail est prenant. Je voulais demander pourquoi la mère de Valérie avait le droit de faire partie de tout alors que j'étais laissée de côté, mais je ne voulais pas paraître jalouse, alors je suis restée silencieuse. Chérie, quand Matthew sera né, je pourrai venir visiter, n'est-ce pas? Je n'aurais pas dû avoir besoin de demander. Bien sûr, une grand-mère a ce droit, non? Mais je savais que les choses n'étaient pas si simples. Bien sûr, maman. Quand exactement? Probablement après la naissance. Je pense que Valérie devrait se reposer d'abord. Je comprends. Mais après ça, je peux venir le rencontrer, n'est-ce pas? Certainement, maman. On verra ça. On verra ça. Ce qui voulait dire ne compte pas dessus. D'accord, maman. Valérie m'appelle. Dis-lui que je dis bonjour. Bien sûr.
Prends soin de toi, maman. J'ai raccroché, regardant les vieilles photos épinglées sur mon frigo. Daniel nouveau-né, son premier jour d'école, sa remise de diplôme. J'ai pensé au bébé que je tenais autrefois dans mes bras. Maintenant un homme fait qui poussait lentement sa mère hors de sa vie. 32 ans d'amour et de soins, maintenant remplacés par la distance et le silence. Cet après-midi-là, Rosa est passée. Comment va Daniel? Il va bien. Valérie est enceinte. C'est merveilleux. C'est pour quand? 3 mois. As-tu prévu de visiter? Je suis restée silencieuse. Ami, est-ce qu'ils t'ont invité? Daniel a dit oui, mais après la naissance du bébé. Valérie a besoin de repos. Rosa m'a regardé avec les mêmes yeux complices. Ami, qu'est-ce qui se passe vraiment? J'ai baissé les yeux sur ma tasse de thé et chuchoté. Je pense que Valérie ne veut pas de moi. Pourquoi penses-tu ça? Elle ignore mes messages, ne m'a jamais remercié pour le cadeau, et Daniel a toujours une excuse. Sa mère a le droit de faire partie de tout, et moi je suis exclu. Les larmes ont rempli mes yeux. J'ai l'impression qu'il me pousse hors de la vie de mon petit-fils avant même qu'il ne soit né. Rosa m'a serré dans ses bras. Je ne sais plus quoi faire, Rosa. J'ai été patiente, j'ai gardé mes distances, j'ai essayé de ne pas les déranger, mais rien ne change. As-tu dit à Daniel ce que tu ressens? Je ne peux pas. Si je dis quoi que ce soit, ils m'appelleront la belle-mère envahissante, la grand-mère dominatrice, et alors je perdrai mon petit-fils pour de bon. Rosa a soupiré. Tu n'as pas perdu ton fils, ami. Mais nous connaissions toutes les deux la vérité, je l'avais déjà perdu. Ou du moins, j'avais perdu le fils que je connaissais. Le garçon qui m'appelait autrefois tous les jours, qui me disait tout, qui me faisait sentir que je comptais, n'existait plus. L'homme qu'il était devenu me traitait comme une obligation, une tâche à gérer, un problème à résoudre. 2 semaines avant la naissance prévue de mon petit-fils, j'ai rassemblé tout mon courage et appelé Daniel. Chérie, j'ai besoin de te parler. Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Je veux être là quand Mathieu naîtra. Silence. Maman, on en a déjà parlé. Non, on n'a pas parlé. Tu as juste dit qu'on verrait, mais j'ai besoin de savoir pour de bon maintenant. J'ai besoin de planifier, d'acheter des billets. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, maman. Le sol semblait se dérober sous mes pieds. Pourquoi pas? Valérie est très stressée. Le médecin a dit qu'elle avait besoin de calme et de tranquillité. Es-tu en train de dire que ma présence la stresserait? Non, c'est juste qu'elle ne veut pas trop de monde autour. Trop de monde? Je suis ta mère. Je suis la grand-mère du bébé. Je sais, maman. Mais quoi? Je pouvais entendre faiblement la voix de Valérie en arrière-plan. Maman, parlons de ça plus tard. Non, Daniel, s'il te plaît, dis-moi juste la vérité. Un long silence a suivi. Valérie pense que c'est peut-être mieux si tu attends quelques jours. Laisse-nous nous installer d'abord. Et qu'en penses-tu? Je dois soutenir ma femme, maman. C'est elle qui accouche. Celle qui a besoin de repos en ce moment. Je ne lui ferai pas de mal, Daniel. Je n'ai jamais dit que tu le ferais. Alors pourquoi je ne peux pas venir? Parce qu'elle a besoin d'espace. Maman, pourquoi ne peux-tu pas comprendre ça? Sa voix est devenue tranchante, défensive. Je comprends, mais je ne comprends pas pourquoi la mère de Valérie peut être là, et moi non. Parce que c'est sa mère et tu es la mienne. C'est différent. Différent comment? C'est juste comme ça. Maman, Daniel, s'il te plaît, maman, ne rends pas ça plus difficile. Je suis déjà tellement stressé. Valérie est sur le point d'accoucher. Le travail est dingue. Peux-tu juste pour une fois ne pas rendre les choses plus difficiles? Ces mots m'ont transpercé droit au cœur. Plus difficile? Tu penses que mon désir de voir mon petit-fils rend les choses plus difficiles? Ce n'est pas le moment, maman. Alors quand sera le moment? Quand je le dirai. L'air est devenu froid entre nous. J'ai pris une profonde inspiration. Je vois. Je savais que tu comprendrais. Mais je ne comprenais rien, sauf que mon fils me fermait la porte de sa vie, de l'un de ses moments les plus importants. Je te ferai savoir quand le bébé sera né. Fais ce que tu penses être le mieux.
Ne sois pas comme ça, maman. Je vais bien. Je respecte juste ce que toi et Valérie voulez. Merci. De rien. Je t'aime. Je t'aime aussi. Mais je n'étais pas sûr que ces mots signifiaient encore quelque chose. J'ai raccroché avant de commencer à pleurer. Je me suis assise dans ma chaise et j'ai pleuré plus fort que je ne l'avais fait depuis des mois. J'ai pleuré pour le petit-fils que je ne tiendrai peut-être jamais. Pour le fils qui avait choisi de m'exclure, pour le lien entre nous qui mourait lentement alors que je ne pouvais que regarder. J'ai pleuré pour moi-même, pour la femme qui avait tout donné et qui se retrouvait maintenant avec rien. Le jour où Mathieu est né fut l'un des jours les plus étranges de ma vie. Joie et douleur toutes emmêlées. Je n'ai pas reçu d'appel, de message, ni aucune notification directe. Je l'ai appris via Facebook. C'était en fin d'après-midi et je passais la serpillière dans la dernière pièce de mon quart de travail quand mon téléphone a vibré. Une notification Facebook. Normalement, je l'aurais ignorée jusqu'à mon retour à la maison, mais pour une raison quelconque, je l'ai ouverte. C'était une publication de Valérie. La photo montrait un nouveau-né enveloppé dans une couverture d'hôpital, minuscule, parfait, les yeux fermés, les poings serrés, la peau encore rose, portant un bonnet blanc. La légende disait, l'amour de nos vies est arrivé. Bienvenue, Matthew Carter Thomas. Maman et bébé sont en bonne santé. Je me suis figé au milieu de la pièce, tenant toujours la serpillière, les yeux fixés sur l'écran. Le visage de mon petit-fils est apparu sur mon écran et j'ai réalisé que je le voyais pour la première fois comme une étrangère. Les larmes ont coulé sur mon visage. Je me suis affaissé sur le sol, les gants encore aux mains, et j'ai sangloté. Une collègue est entrée, alarmée. « Ami, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va ?» Je ne pouvais pas parler. J'ai juste levé mon téléphone. Mon petit-fils est né. C'est merveilleux. Alors pourquoi pleures-tu? Parce que c'est la première fois que je vois son visage et c'est sur Facebook. Son visage a changé instantanément. Elle a tout compris. Ami. Elle m'a aidé à me relever, m'a enlevé mes gants et m'a conduite aux toilettes pour me laver le visage. Rentre chez toi. Je finirai ton quart, mais il reste encore. C'est bon. Va appeler ton fils. J'ai attrapé mon sac et quitté la clinique. Je ne me souviens pas comment je suis arrivé à l'arrêt de bus ni comment je suis rentré chez moi. Tout ce que je savais, c'est que d'une manière ou d'une autre, j'ai fini assise dans ma cuisine, téléphone en main, zoomant sur la photo de mon petit-fils, mémorisant chaque détail. Il avait le nez de Daniel, un front haut, de petites mains qui ressemblaient exactement à celles de mon fils quand il était petit. Il était magnifique. J'ai zoomé davantage, ses lèvres, ses joues, la courbe de ses petits doigts. Il y avait des centaines de commentaires sous la publication. Félicitations à vous deux. Il est adorable. Bienvenue au monde, petit. Je n'ai pas commenté. Je ne savais pas quoi dire ou si j'avais même le droit de dire quoi que ce soit alors que j'avais été exclu du moment. Puis j'ai vu un commentaire de la mère de Valérie. Mon petit-fils adoré, grand-mère t'aime de tout son cœur. Bienvenue au monde. Donc, elle avait été là dans la salle d'accouchement aux côtés de Valérie, peut-être même la première à tenir Matthew. Tout ce que j'avais rêvé de faire. J'ai fait défiler vers le bas. Amis, collègues, parents, tous les félicitaient. Tout le monde savait. Tout le monde célébrait. Tout le monde sauf moi, la grand-mère qui l'a appris en dernier. J'ai attendu 1 heure, 2 heures, 3, fixant mon téléphone, attendant que Daniel appelle, envoie un texto, dise juste une phrase, « Maman, mon fils est là ». Mais l'écran est resté silencieux. À 20 heures, je n'en pouvais plus. Je l'ai appelé moi-même. 6 sonneries avant qu'il ne réponde. Maman. Sa voix semblait fatiguée mais heureuse. J'ai vu la photo. Félicitations, chérie. Oh, merci, maman. Valérie va bien? Elle va bien. Épuisée, mais bien. Le travail a été long, mais tout s'est bien passé. Je suis si contente. Mathieu est magnifique. Merci. Silence. Il n'a pas mentionné comment je l'avais découvert, ne s'est pas excusé, n'a rien expliqué. Daniel, pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Je l'ai entendu soupirer. Je suis désolé, maman. Tout est arrivé si vite. Le travail de Valérie a commencé tôt ce matin. Nous nous sommes précipités à l'hôpital.
Dans l'après-midi, elle a accouché. Et puis nous avons eu la paperasse et l'installation dans la chambre. Mais tu as quand même eu le temps de poster sur Facebook. C'était Valérie. Elle a eu le temps de poster, mais tu n'as pas eu le temps d'appeler ta mère. Ma voix est sortie plus tranchante que je ne le voulais. Maman, s'il te plaît, ne commence pas, je ne commence rien. J'essaie juste de comprendre pourquoi j'ai dû la prendre par les réseaux sociaux. Je t'ai dit que tout s'est passé si vite. Si vite que tu n'as pas pu épargner 2 mots en 12 heures. Matthew est là. J'étais épuisé, maman. Pas trop épuisé pour le dire à tout Internet. Maman, arrête d'en faire toute une histoire. Une histoire? Je pouvais à peine respirer. Daniel, je suis ta mère. La grand-mère de Matthew. Je ne suis pas une inconnue en ligne. Je mérite de le savoir en premier. Tu as raison. Je suis désolé. J'aurais dû appeler. Mais c'est fait maintenant. Tu sais, Matthew est en bonne santé. Tout le monde va bien. Ses excuses sonnaient creux. Je peux venir le voir? La question a glissé comme une supplique. Maman, on en a déjà parlé. Non, on n'a pas parlé. Tu as dit d'attendre, mais maintenant le bébé est là. Je n'ai plus besoin d'attendre. Valérie a besoin de se reposer. Je ne dérangerai personne. Je veux juste le voir quelques minutes. Ce n'est pas le moment. Alors quand est-ce? Je ne sais pas, maman. Donne-nous quelques jours. Daniel, c'est ton fils. C'est mon petit-fils. S'il te plaît, respecte juste ça. Je te respecte, maman, mais tu ne peux pas venir maintenant. Pourquoi pas? Parce que Valérie ne veut pas de visiteurs. Et voilà. Il avait enfin dit ce que je savais depuis le début. Elle ne veut même pas de sa belle-mère. Elle ne veut que la famille proche autour. Je suis la famille proche, Daniel. Je l'ai dit doucement, mais ma voix tremblait de larmes. La famille de Valérie, ses parents, sa sœur. Ils étaient la famille proche. Je ne l'étais pas, maman, assez. Je ne veux pas me disputer. Donne-moi juste un peu de temps. Je te dirai quand tu pourras venir. Mes yeux brûlaient, mais j'ai retenu mes larmes. Je ne pleurais pas au téléphone. D'accord, Daniel. Merci de comprendre. Mais je ne comprenais rien. Prends soin de toi, fils. Toi aussi, a-t-il dit, puis il a raccroché. Je suis restée assise dans la cuisine, tenant toujours le téléphone, sentant le monde s'effondrer autour de moi. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai suivi la vie de mon petit-fils via Facebook. Valérie postait tous les jours. Matthew dormant, bâillant, sa petite main enroulée autour du doigt de quelqu'un, allongé dans son berceau, en train de téter. Chaque photo semblait tout droit sortie d'un magazine. Sur certaines, cette autre femme, la mère de Valérie, apparaissait. Une photo la montrait tenant Matthew, rayonnante de fierté. La légende disait, avec la meilleure grand-mère du monde. Merci, maman, d'être là depuis le premier jour. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. J'ai fixé cette photo pendant des heures. Cette grand-mère avait le droit de le tenir, d'être là, d'être aimée et appréciée. Et je restais assise à des centaines de kilomètres, fixant un écran, invisible, inutile, oublié. Au début, je laissais encore des commentaires. Si précieux. Grand-mère t'aime. Je vous souhaite tout le meilleur. Valérie ne répondait jamais, bien qu'elle répondît à tous les autres. Après quelques jours, j'ai arrêté. À quoi bon? Même ma présence en ligne n'était pas la bienvenue. Rosa, ma meilleure amie, a commencé à venir presque tous les jours. Elle me trouvait toujours assise à la table de la cuisine, les yeux rivés sur mon téléphone, fixant des photos d'un enfant que je n'avais pas le droit de toucher. Ami, ce n'est pas sain. Je sais. As-tu parlé à Daniel? Il m'a dit d'être patiente. A dit que je rencontrerais le bébé bientôt. Ça fait 2 semaines. Je sais. Et tu vas juste rester assise là et attendre? Que puis-je faire d'autre? Tu peux t'exprimer. Fixer des limites. Lui dire que ce n'est pas juste. Si je fais ça, ils m'excluront complètement. Ami, ils l'ont déjà fait. Que peuvent-ils te prendre de plus? Elle avait raison. Mais j'avais encore peur de perdre le peu qu'il me restait.
À la 3e semaine, j'ai décidé d'essayer une fois de plus. J'ai envoyé un texto à Daniel. Chérie, ça fait 3 semaines. S'il te plaît, laisse-moi venir voir Matthew. Je promets que je ne dérangerai pas. Je veux juste le tenir une fois, c'est tout. Il lui a fallu 4 heures pour répondre. Laisse-moi parler à Valérie. 2 jours plus tard, un autre message. Tu peux venir ce week-end, mais juste pour une journée. Valérie récupère encore et ne veut pas trop de visiteurs. Une journée. Juste une journée pour rencontrer mon petit-fils, mais c'était mieux que rien. Merci, chérie. Je serai là. J'ai réservé le billet de bus le soir même. Le voyage prendrait toute la nuit et j'arriverais au samedi matin. J'ai préparé un petit sac, même si je ne restais qu'une journée. J'ai choisi un beau pantalon, un chemisier léger et des chaussures plates, confortables mais soignées. Je voulais avoir l'air présentable pour montrer à Valérie que je n'étais pas une vieille femme miteuse, que j'étais quelqu'un de respectable, quelqu'un digne de dignité. J'ai apporté quelques cadeaux, une tenue bleu pâle brodée de petits ours, une nouvelle couverture tricotée avec « Matthew » cousu dessus, et dans mon sac à main, j'ai placé une vieille photo de Daniel à 5 ans me serrant dans ses bras au parc. Je ne savais pas pourquoi je l'avais apporté. Peut-être parce que j'avais besoin de quelque chose pour me rappeler le fils qui aimait autrefois sa mère. Vendredi soir, je suis monté dans le bus. 12 heures à regarder par la fenêtre sombre, imaginant le moment où je tiendrais enfin mon petit-fils, verrais son petit visage, sentirais sa peau douce de bébé, le respirerais. J'avais rêvé de ce moment pendant 9 mois. Samedi matin, je suis arrivé en ville, je me suis changé dans des toilettes publiques, j'ai brossé mes cheveux, mis un peu de parfum et un peu de maquillage léger même si mes mains tremblaient. Daniel m'avait dit de les retrouver à l'hôpital Saint-Marie, où Valérie avait un rendez-vous pédiatrique. J'ai appelé un taxi. La circulation était terrible, mais j'ai réussi. Dans la salle d'attente, j'ai vu Valérie tenant Matthew, mon fils assis à côté d'elle, les yeux rivés sur son téléphone, mon cœur battait si fort que je pouvais à peine respirer. J'ai marché vers eux lentement, comme si je m'approchais de quelque chose de sacré. Daniel. Il a levé les yeux, son visage mélangeant surprise et malaise. Je suis là. Il a juste hoché la tête. Ne s'est pas levé. Ne m'a pas serré dans ses bras. Bonjour. J'ai souri et me suis tourné vers Valérie. Elle m'a jeté un coup d'œil de la tête aux pieds, examinant chaque détail avant de donner un petit sourire poli qui n'atteignait pas ses yeux. Ami, comme c'est gentil. Vous avez réussi à venir. Merci de m'avoir laissé venir. Ma voix est sortie plus douce que je ne le voulais. J'ai baissé les yeux sur le bébé dans ses bras. Matthew, mon petit-fils, tu es magnifique. Merci. Puis-je le tenir? Valérie a resserré ses bras autour du bébé. Il dort. Si je le bouge, il va se réveiller et s'agiter. C'est bon. Je peux attendre. Je me suis assise à côté d'eux, essayant de garder l'ambiance légère. Daniel restait concentré sur son téléphone. Valérie fixait droit devant elle, et je fixais le bébé, essayant d'apercevoir son petit visage à travers la couverture. « Comment te sens-tu » ai-je demandé doucement. « Bien, juste fatigué. » C'est normal. Les premiers jours sont toujours difficiles. Ouais. Silence. Mange-t-il bien? Oui. Dort-il? D'accord. Plus ou moins. Chaque réponse courte, froide, un rappel qu'elle ne voulait pas me parler. 20 minutes lourdes ont passé. Finalement, Matthew a bougé, ouvrant les yeux, faisant un petit bruit. Maintenant, peut-être que je peux le tenir, ai-je demandé, pleine d'espoir. Valérie l'a tenu plus fort. Il a faim. Je dois le nourrir. Elle s'est levée et a marché directement vers les toilettes avant que je puisse dire un autre mot. Je suis resté là avec Daniel, l'humiliation me submergeant. Comment vas-tu, chérie? Je vais bien, maman. Mais il ne me regardait pas. Valérie est restée à l'intérieur pendant une demi-heure. Quand elle est sortie, le médecin a appelé leur nom. Ils sont entrés tous les deux tandis que je restais derrière comme une étrangère dans la zone d'attente. 45 minutes plus tard, ils sont sortis. Valérie parlait au médecin du prochain rendez-vous, tenant Matthew. Daniel marchait à côté d'elle, portant le sac. Aucun d'eux ne m'a regardé. Je me suis dépêché de les rattraper. Comment ça s'est passé, chérie?
Tout va bien. Matthew est en bonne santé, il grandit vite. C'est merveilleux. Peut-être qu'on pourrait aller chez vous. J'aimerais voir où vous vivez. Daniel et Valérie ont échangé des regards. En fait, maman, Valérie est fatiguée. On allait manger un morceau et ensuite se reposer. Je peux venir avec vous. Ils ont échangé un autre regard. Ma famille vient cet après-midi, a dit Valérie, croisant mon regard. Il y aura du monde. C'est bon. J'aimerais les rencontrer. Ce ne serait pas confortable. Ce sera bruyant. Vous serez fatigué. Je le serai aussi. Elle l'a dit comme si elle était prévenante, mais je savais qu'il voulait juste que je parte. J'ai regardé Daniel, espérant qu'il dirait « Maman, tu es ma mère, bien sûr que tu peux rester. » Mais il a seulement mis sa main sur mon épaule et a dit doucement « Maman, s'il te plaît, ne rends pas ça plus difficile. » Ces mêmes mots encore. J'ai senti quelque chose se briser en moi. D'accord, ai-je répondu, ma voix étrange même à mes oreilles. Je comprends. Vraiment, a dit Daniel, soulagé. Ouais, merci, maman. Je savais que tu comprendrais. Nous nous sommes arrêtés dans un café près de l'hôpital. J'ai commandé un sandwich que je ne pouvais pas avaler. La conversation était raide, maladroite. Valérie a nourri le bébé à table, tirant une couverture sur son épaule. J'ai tourné la tête pour lui donner de l'intimité, bien que tout ce que je voulais, c'était regarder l'enfant. 1 heure plus tard, Daniel a regardé sa montre. Maman, il se fait tard. On va t'emmener à la gare routière. J'avais voyagé 12 heures, je les avais vus pendant 2 heures, et maintenant ils me renvoyaient. Si tôt ? Valérie a besoin de se reposer avant que sa famille n'arrive. J'ai hoché la tête. Dehors, Daniel a hélé un taxi. Et c'est dans ce taxi que j'ai enfin tenu mon petit-fils. 5 minutes. Juste 5 courtes minutes. Valérie m'a tendu Matthew avec hésitation, comme si elle avait peur que je laisse tomber quelque chose de précieux. Je l'ai pris dans mes bras tremblants. Son petit corps était doux et chaud, sentant légèrement le lait. Ses yeux étaient fermés, ses cils longs et recourbés, ses joues rondes, ses lèvres tétant doucement même dans son sommeil. J'ai touché sa petite main, chaude, délicate, et ses minuscules doigts se sont instinctivement enroulés autour des miens. Mon doux petit-fils, Matthew, ai-je chuchoté. Les larmes sont montées, mais je les ai retenues. Je ne pleurais pas. J'ai embrassé son front et murmuré « Bonjour, chérie. Je suis Amy, ta grand-mère. Je suis désolé de n'avoir pas pu être là plus tôt. Je t'aime tellement. » Le taxi a atteint la gare trop tôt. Valérie a tendu la main pour le reprendre. J'ai regardé Matthew une dernière fois, mémorisant chaque ligne, chaque nuance de sa peau, la chaleur de son petit corps dans mes mains. Avant de lâcher prise, Daniel est descendu avec moi, attrapant ma valise. Merci d'être venu, maman. Bien sûr, chérie. Il m'a serré dans ses bras rapidement, maladroitement. Prends soin de toi. Toi aussi. Appelle-moi quand je peux, maman. Il est remonté et avant de fermer la porte, a dit « Merci de comprendre ». Je n'ai pas répondu. La voiture est partie. Je suis resté là à regarder jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la circulation. Seul à l'entrée de la gare, ma valise à mes pieds. J'avais l'impression que le monde entier s'était effondré. 12 heures de voyage. 2 heures de visite. 5 minutes à tenir mon petit-fils. 12 heures de retour. Et à l'intérieur de moi, il y avait une douleur. Si réelle, si aiguë, on aurait dit que quelqu'un avait ouvert ma poitrine et en avait retiré la partie la plus vitale. Je suis entré, j'ai acheté une bouteille d'eau que je ne pouvais pas boire, je me suis assise sur un banc en plastique en attendant le bus, et j'ai sorti mon téléphone. Valérie venait de poster une nouvelle photo, petit déjeuner au café. Elle et Daniel souriaient. Matthew endormi entre eux. La légende disait, un matin parfait avec ceux que j'aime. Je n'étais pas sur la photo, comme si je n'avais jamais été là. Comme si je n'avais jamais existé. Et juste là, dans ce terminal de bus bondé et bruyant, j'ai enfin tout compris. Ils ne voulaient pas de moi dans leur vie. Valérie ne m'accepterait jamais, et Daniel avait fait son choix. Mon fils avait choisi d'effacer sa mère. Le bus est arrivé. Je suis monté, j'ai trouvé un siège côté fenêtre. Pendant le long trajet de retour,
je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas regardé dehors. J'ai juste sorti la vieille photo de Daniel à 5 ans me serrant dans ses bras au parc et je l'ai fixée pendant des heures. J'ai essayé de me rappeler quand tout avait changé. Quand le garçon qui avait autrefois besoin de sa mère était devenu l'homme qui la voyait comme un fardeau. Quand l'amour s'était transformé en obligation. Quand j'étais devenu invisible à ses yeux. Je suis rentré à l'aube. La première lumière glissant par la fenêtre du taxi. La maison était exactement comme je l'avais laissée, calme et vide. J'ai posé ma valise, accroché mon sac près de la porte et je me suis assise à la table de la cuisine, la même table où Daniel et moi partagions autrefois des repas, des rires et même des larmes. J'ai fait une tasse de café, non pas parce que j'avais faim, mais pour remplir le silence. Et juste là, dans cette cuisine familière, en sirotant le café amer, ma vie a changé. Le téléphone a sonné. Un numéro inconnu de New York. Mon cœur s'est serré. Peut-être Daniel. Peut-être qu'il regrettait tout et voulait s'excuser. J'ai décroché. Bonjour. Est-ce Madame Amy Carter? Ce n'était pas la voix de mon fils. C'était le ton professionnel et détaché d'une femme. Oui, c'est elle. Bonjour, Madame Carter. J'appelle du service financier de l'hôpital Saint-Marie. Mon sang s'est glacé. Nous devons clarifier le paiement de la facture d'accouchement de Madame Valérie Thomas. Votre belle-fille, a-t-elle continué? L'assurance a couvert la plupart des frais, mais il reste un solde de $10 000 pour la chambre privée, les médicaments spéciaux et les procédures supplémentaires. Votre fils, M. Daniel Carter, a indiqué votre numéro de téléphone comme contact d'urgence pour le paiement. Contact d'urgence pour l'argent. Il ne m'avait pas appelé depuis 3 semaines. Ne m'avait pas laissé approcher quand mon petit-fils était né. M'avait donné seulement 2 heures de visite et 5 minutes pour le tenir. Mais il leur avait donné mon numéro pour encaisser la facture. Madame Carter, êtes-vous toujours là? J'ai respiré lentement, mon cœur battant la chamade. Tout m'est revenu. Les années à nettoyer des maisons dès l'aube pour payer ses frais de scolarité. Les nuits blanches quand il était malade. Le magasin que j'avais vendu pour qu'il puisse aller à l'université. Chaque goutte de sueur, chaque larme, chaque sacrifice qui le faisait passer avant moi-même. J'ai pensé à la façon dont il m'avait traité, dont il m'avait repoussé. Humilié encore et encore. Et maintenant une autre humiliation, me transformer en distributeur automatique comme si l'argent était ma seule valeur. Pouvez-vous effectuer le paiement cette semaine, a demandé la femme brusquement. J'ai pris une profonde inspiration. Quelque chose s'est brisé en moi, mais pas de douleur, d'éveil. Madame Carter, nous avons besoin d'une réponse. Sinon, nous devrons entamer des procédures légales qui pourraient affecter le crédit de votre fils. Ma voix est sortie calme, stable, plus claire que jamais. Je n'ai pas de famille à New York. Une pause. Je suis désolé, mais selon nos dossiers, vous êtes la mère du patient Daniel Carter. Alors vos dossiers sont faux. C'est impossible, madame. Votre fils a fourni ces informations lui-même. Je l'ai coupé. Ma voix inconnue même à mes oreilles. Alors il a fait une erreur. Je n'ai pas de fils nommé Daniel Carter. Je n'ai pas de famille à New York. Et je n'ai rien à voir avec la facture pour laquelle vous appelez. Mais madame. Au revoir. J'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur la table. Mes mains tremblaient, mon cœur battait la chamade. Mais je ressentais quelque chose. Je pensais avoir perdu ma force. Le contrôle. Je me sentais revenir à moi-même. Pour la première fois, j'avais dit non à mon fils, et rien ne s'était effondré. Le ciel était encore bleu. Je respirais encore. 3 jours ont passé et Daniel n'a pas appelé. 3 jours de silence complet. Je n'ai pas rallumé mon téléphone après cet appel. Je l'ai laissé sur la table de la cuisine, éteint, un rappel du choix que j'avais fait. Le 2e jour, Rosa est passée. As-tu parlé à Daniel? Non. Peut-être qu'il appellera quand l'hôpital lui dira que je n'ai pas payé. Et quand il le fera, je ne sais pas, mais je savais. Je n'étais juste pas prête à le dire à voix haute. Le 3e jour, j'ai rallumé mon téléphone. 27 appels manqués, tous de Daniel. 15 messages commençant par urgent, puis désespéré, puis en colère. Le premier, maman,
je dois te parler maintenant. S'il te plaît, appelle-moi. Le troisième, maman, l'hôpital a dit que tu avais refusé le paiement. Qu'est-ce qui se passe? Le septième, maman, c'est sérieux. Rappelle-moi. Le dixième, je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Appelle-moi maintenant. Le dernier, Valérie avait raison à ton sujet. Tu es toujours égoïste. J'ai lu ce mot encore et encore. Égoïste. La femme qui a travaillé 2 quarts pendant des années. La femme qui a vendu le magasin de son défunt mari pour envoyer son fils à l'université. La femme qui a frotté des sols puant l'eau de Javel pour que son enfant puisse avoir un avenir. Maintenant, j'étais égoïste. Il y avait 2 messages vocaux. Le premier était tendu, presque suppliant, « Maman, s'il te plaît, appelle-moi. L'hôpital nous met la pression. Je ne comprends pas pourquoi tu leur as dit que tu n'avais pas de famille ici. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? S'il te plaît, appelle-moi. » Le second était froid. Laisse tomber. On trouvera un autre moyen de payer. Mais tu devrais savoir que ça en dit long sur toi. Après tout ce que nous avons traversé, je n'arrive pas à croire que tu fasses ça quand nous avons le plus besoin de toi. Valérie avait raison. Tu as toujours essayé de me contrôler avec l'argent, mais ça ne marchera pas cette fois. Je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas répondu. La semaine suivante, Daniel a continué à appeler moins souvent, mais en essayant toujours. Je suis restée silencieuse jusqu'à ce que je reçoive un email. L'objet disait « Nous devons parler ». Je l'ai ouvert et lu lentement. « Maman, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas pourquoi tu ne réponds pas. Je ne comprends pas pourquoi tu as dit à l'hôpital que tu n'avais pas de famille ici. Sais-tu à quel point c'était embarrassant pour nous ?» Valérie a pleuré. Elle s'est sentie humiliée quand l'hôpital l'a contactée directement. « Nous venons d'avoir un bébé. Nous essayons de nous adapter et tu fais ça. Papa disait que la famille s'aide dans les moments difficiles, que nous pouvons compter les uns sur les autres. Je t'ai toujours aidé quand tu en avais besoin. Quand papa est mort, j'étais là pour toi. Quand tu luttais, j'ai écouté. Quand tu avais besoin d'aide, j'ai aidé. Et maintenant, quand j'ai besoin de toi, tu fais ça. Je ne comprends pas comment tu as changé. » Valérie voulait juste un peu d'intimité après l'accouchement. C'est normal. Mais tu l'as pris comme une insulte. Maintenant, l'hôpital menace d'entamer une action en justice. Notre crédit est en danger. Tout ça parce que tu voulais jouer la victime et renier ton propre fils. S'il te plaît, réfléchis à ça, maman. Pense à Matthew. Pense à ton petit-fils. Il ne s'agit pas de toi ou de moi. Il s'agit de lui. Si tu ne veux pas aider, très bien. Mais aie au moins le courage de me le dire directement au lieu de ce silence. J'ai lu cette lettre 3 fois. Chaque ligne ressemblait à un petit couteau coupant dans mon cœur, me faisant me sentir coupable, égoïste, en tort, et peut-être que pendant un instant ça a marché. J'ai pensé, peut-être qu'il a raison. Il est sous pression. Un nouveau père. Il a besoin d'aide. Peut-être avais-je été trop dur. Peut-être devrais-je appeler, m'excuser, faire la paix. Mais ensuite, j'ai relu cette seule ligne. Je t'ai toujours aidé quand tu en avais besoin. Quand? Quand m'avait-il aidé? Quand son père est mort, c'est moi qui l'ai tenu, reconstruit nos vies, vendu le magasin, travaillé jusqu'à l'épuisement pour qu'il puisse étudier. Où avait-il été ces 2 dernières années? Quand j'étais seul. Quand je voulais juste entendre sa voix. Quand ils m'ont exclu de la naissance de mon petit-fils. Quand ils m'ont donné 2 heures après un trajet en bus de 12 heures. Quand Valérie m'a traité comme une étrangère. Où était-il? Il n'y avait pas d'aide, seulement du silence et des excuses. Et maintenant, parce que j'avais fixé une limite, j'étais la méchante. J'ai ouvert la fenêtre de réponse, tapé et effacé plus de 100 fois. Je voulais crier, déverser chaque blessure, chaque trahison. Mais à la fin, je n'ai écrit que ceci: Daniel, tu as raison sur une chose. Ton père disait que la famille devrait s'aider. Mais il a aussi enseigné que la famille signifie respect, attention, et ne pas tourner le dos quand quelqu'un que tu aimes a le plus besoin de toi. J'ai demandé à être proche de toi. J'ai demandé à voir mon petit-fils. J'avais supplié de faire partie de sa vie. Mais Daniel, tu as dit que j'étais intrusive, que j'étais un fardeau,
que tu avais besoin de paix à la maison. J'ai voyagé 12 heures juste pour rencontrer Matthew, et tu m'as donné 2 heures, 5 minutes à le tenir, puis tu m'as renvoyé comme si j'étais un inconvénient. Tu n'as jamais appelé quand il est né. Je l'ai découvert via Facebook. Tu ne m'as jamais incluse dans quoi que ce soit à moins que cela n'implique de l'argent. Je ne paierai pas cette facture, Daniel. Non pas parce que je ne t'aime pas ou que je ne me soucie pas de Matthew, mais parce que je ne peux pas te laisser continuer à me traiter comme si ma seule valeur était financière. Je suis ta mère. Je mérite le respect. Je mérite une place dans ta vie. Je mérite plus que d'être un nom sur un formulaire de facturation. J'espère que toi et Valérie trouverez une solution, mais pas au prix de ma dignité. Si un jour tu veux vraiment une vraie relation avec moi, une où je compte aussi, je serai là. D'ici là, je vous souhaite à tous les deux le meilleur. J'ai envoyé l'email avant de pouvoir le regretter, puis j'ai éteint l'ordinateur. 2 heures plus tard, une réponse est arrivée, mais je ne l'ai lue que le lendemain matin. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es égoïste. Valérie avait raison à ton sujet depuis le début. Adieu. C'était tout. Pas de réflexion, pas d'effort pour comprendre, pas d'excuses. Juste, Valérie avait raison, et, adieu. Les semaines se sont transformées en mois. Daniel n'a pas appelé, n'a pas envoyé de texto. Je n'ai pas cherché à le contacter non plus. Au début, c'était dur. Certains jours, je prenais le téléphone, à un clic d'appeler, mais je m'arrêtais. Certaines nuits, je me demandais si j'avais tort, mais Rosa me maintenait stable. Ami, tu n'as rien fait de mal. Tu as juste fixé une limite. Ça ne fait pas de toi une mauvaise mère. Ça fait de toi une femme qui se respecte. J'ai lentement appris à vivre avec le silence. J'ai arrêté de vérifier Facebook, arrêté de chercher des photos de Matthew, arrêté de me blesser avec des aperçus d'une vie dont je ne faisais pas partie. Je me suis concentré sur moi-même à nouveau. Je suis retourné au cours de tricot, j'ai fait des promenades matinales, passé des après-midi avec Rosa. J'ai relu de vieux livres qui m'apportaient autrefois de la joie, des histoires qui m'aidaient à oublier la douleur pendant un moment. Et petit à petit, j'ai commencé à ressentir quelque chose comme la paix. Pas le bonheur, pas encore, mais la paix. Et pour l'instant, c'était suffisant. 6 mois après ma dernière conversation avec Daniel, Rosa m'a demandé « Est-ce que tu regrettes ?» J'ai réfléchi longtemps avant de répondre « Non, je ne regrette pas, pourquoi pas ?» Parce que pour la première fois de ma vie, je me suis choisi. Et ça vaut plus que n'importe quelle relation pour laquelle je dois mendier de l'amour. Rosa a souri. C'est l'ami que je connais. Mais la vie a une étrange façon de nous surprendre. Juste au moment où je commençais à respirer à nouveau, à vivre plus légèrement, le téléphone a sonné. Un numéro de New York. Cette fois, je n'ai pas hésité. Bonjour. Est-ce Madame Amy Carter? Oui. Bonjour. Je suis Fernanda Ruiz, une assistante sociale de l'hôpital Saint-Marie. Hôpital Saint-Marie? Oui. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Votre belle-fille, Madame Valérie Thomas, a été admise en urgence il y a 2 jours. Elle a fait une grave dépression nerveuse. Elle est stable maintenant, mais nous avons besoin d'un membre de la famille pour s'occuper temporairement du bébé. Le monde s'est arrêté. Le bébé? Oui. Matthew, 1 an et demi. Votre fils est ici avec sa femme, mais il ne peut pas s'occuper à la fois d'elle et de l'enfant. Il vous a listé comme 2e contact familial. 2e, pas 1er. Mon fils est toujours là. Oui. Voulez-vous que je vous le passe? Non. Le mot est sorti instinctivement. Je comprends. Mais nous avons vraiment besoin de quelqu'un pour récupérer le bébé. Il est dans un centre de soins temporaires, mais ils ne peuvent le garder que jusqu'à demain matin. Après cela, nous devrons contacter une autre agence. J'ai fermé les yeux. 1 an et demi sans parler, sans voir, sans avoir de nouvelles d'eux. 1 an et demi à reconstruire la paix. Et maintenant ça. Madame Carter, qu'est-ce qui est arrivé à Valérie? Selon son dossier, elle souffre de stress, d'anxiété et de dépression postpartum. Elle a besoin de repos et de traitement. Votre fils est à ses côtés, mais ils font face à des difficultés financières. Il a perdu son emploi. Ils vivent avec les parents de Valérie. Les tensions sont montées et maintenant tout s'est effondré.
Vous êtes leur dernière option. Je suis restée silencieuse quelques secondes. Pouvez-vous venir pour l'enfant? J'ai pensé à Matthew, l'innocent bébé né dans le chaos. J'ai pensé à Daniel, comment il m'avait blessé, repoussé, et n'avait tendu la main que lorsqu'il avait besoin de quelque chose. J'ai pensé à moi-même, la femme qui avait passé un an à guérir et à retrouver le calme. Puis j'ai pris ma décision. Je viendrai. Parce que c'était mon petit-fils et j'irai selon mes propres conditions. J'ai pris le bus de nuit. Un autre voyage de 12 heures. Mais celui-ci était différent. Je ne mendiais pas. J'y allais parce que j'avais choisi de le faire. Quand je suis arrivé à l'hôpital, l'aube se levait. Daniel était assis dans la salle d'attente, épuisé, la chemise froissée, des cernes sous les yeux. Quand il m'a vu, il s'est effondré et m'a serré dans ses bras. Maman, je suis désolé. Tu avais raison sur tout. J'ai juste posé ma main sur son épaule. Où est Matthew? Au centre de soins à quelques rues. Allons-y, en chemin, il m'a tout raconté. Il avait perdu son emploi à New York, emménagé chez les parents de Valérie, et tout s'était effondré. La dépression de Valérie, leur mariage qui se brisait. Je t'ai traité terriblement, maman. Je t'ai fait te sentir invisible. Maintenant, je comprends. Quand nous sommes arrivés, Matthew jouait avec une petite voiture. Il a levé les yeux vers moi, curieux. Salut, Matthew. Je suis ami. Je me suis approché. Il m'a serré dans ses bras, petit, timide, et à ce moment-là, quelque chose en moi a guéri. Dans les mois qui ont suivi, j'ai pris soin de Matthew pendant que Valérie recevait un traitement et que Daniel occupait des emplois temporaires. J'ai vécu dans leur petit appartement, cuisinant, nettoyant, m'occupant de mon petit-fils. 2 semaines plus tard, Valérie est sortie. Quand elle m'a vu, elle a éclaté en sanglots. Je suis désolé. J'avais peur. Peur de ne pas être assez bien. Peur que tu me juges comme ma propre mère l'a fait. C'est du passé. Non, pas encore. Mais je veux arranger les choses. S'il te plaît, donne-moi une chance. Je lui ai donné cette chance. Ce n'était pas facile. Il y a eu des discussions douloureuses, des larmes, mais nous avons appris à reconstruire. Pas parfaitement, mais honnêtement. Daniel a appris que le mariage ne peut pas survivre en coupant la famille. Valérie a appris que la peur et l'orgueil peuvent tout détruire. Et j'ai appris que ma valeur ne dépend pas de combien les autres ont besoin de moi, mais de s'ils me respectent. La vie a sa propre façon de rétablir l'équilibre. Daniel, qui m'avait autrefois repoussé en pensant protéger son bonheur, a failli tout perdre, son travail, sa maison, sa fierté, et a réalisé qu'exclure ceux qui vous aiment ne vous laisse que plus seul. Valérie, qui me voyait autrefois comme une menace, s'est effondrée sous le poids de son propre orgueil. Elle a appris que la perfection est impossible, et que l'aide qu'elle rejetait autrefois était la chose même dont elle avait le plus besoin. Et moi, la femme autrefois traitée comme invisible, je suis devenue celle qui les a rattrapés quand ils sont tombés, non par vengeance, mais parce que je l'ai choisi. Les années qui ont suivi ont tout changé. Daniel a trouvé un travail stable. Valérie a continué sa thérapie. Je visitais souvent, mais je gardais toujours des limites. Matthew a grandi en sachant qu'il avait une grand-mère qui l'aimait et qui s'aimait aussi elle-même. Un jour, Valérie m'a dit, « Ma mère n'a jamais été douce. » J'ai juré que je ne laisserais jamais personne blesser Matthew comme elle m'a blessé. Mais en essayant de le protéger, je t'ai blessé à la place. Merci de ne pas nous avoir abandonnés. À l'anniversaire de cet appel de l'hôpital, Daniel a téléphoné, « Maman, le jour où tu as dit « Je n'ai pas de famille là-bas », ça m'a brisé, mais ça m'a aussi réveillé. C'était la meilleure chose que tu aies jamais faite. La justice n'est pas venue par la vengeance. Elle est venue par les leçons. Daniel a appris que le respect se mérite, il ne s'exige pas. Valérie a appris que l'orgueil n'apporte que la solitude. Et j'ai appris que lâcher prise avec dignité est plus fort que s'accrocher avec désespoir. Quelques années ont passé. Matthew a maintenant 4 ans et demi. Chaque fois que je visite, il court vers moi en criant « Grand-mère amie ». Je n'ai plus à mendier des câlins. Je ne suis plus le second choix. Je suis sa grand-mère, et c'est suffisant. Daniel et moi parlons toutes les semaines, de vraies conversations honnêtes. Valérie et moi ne sommes pas proches, mais il y a du respect, et cela vaut plus que n'importe quelle affection forcée. Le mois dernier, à la remise de diplôme préscolaire de Matthew,
il m'a repéré dans la foule, a souri, a couru dans mes bras et a dit « Je t'aime, grand-mère ». Entouré d'autres familles, j'ai enfin eu l'impression d'être à ma place, non pas parce que je l'avais supplié, mais parce que je le méritais. Ce matin, j'ai regardé dans mon vieux sac en cuir et j'en ai sorti 2 photos, une de Daniel enfant et une autre de nous 4 riant ensemble au parc. Les 2 racontent la même histoire d'une femme qui a tout donné, a été brisée, a appris à lâcher prise et s'est finalement retrouvée. Si vous entendez mon histoire, souvenez-vous de ceci, fixer des limites est la bonne chose à faire. Dire non est la bonne chose à faire. S'éloigner de ceux qui ne vous valorisent pas, même s'ils sont de la famille, est la bonne chose à faire. Parce que l'amour ne signifie pas tout endurer. L'amour signifie aussi se respecter soi-même. Je pensais autrefois qu'être une bonne mère signifiait toujours être là. Mais j'ai appris qu'être une bonne mère signifie aussi enseigner à ses enfants que personne, pas même eux, n'a le droit de vous faire sentir sans valeur. Toutes les fins ne sont pas heureuses, mais certaines fins sont justes. Maintenant à 65 ans, je suis heureuse. Non pas parce que la vie est parfaite, mais parce que ma joie ne dépend plus de personne d'autre. J'ai mon petit-fils, mon fils, une relation honnête, et surtout, je m'aime moi-même, et c'est ce qui compte le plus. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire pourrait aider quelqu'un qui lutte encore pour trouver la paix. Et si vous souhaitez continuer à parcourir ce chemin avec moi pour écouter, apprendre, guérir, restez connecté pour ne pas manquer le prochain chapitre. Parce que chaque histoire, aussi douloureuse soit-elle, porte une leçon sur la résilience.